Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais revenir sur Luc Besson. Et oui, parce qu'on m'accuse souvent de lui taper dessus, bon c'est vrai, à propos de Valérian, à propos du 5e élément, que j'aime bien quand même le 5e élément, vous pouvez aller voir la vidéo sur la chaîne, mais il m'est arrivé aussi de le défendre Luc Besson à travers ma vidéo notamment sur le Grand Bleu. Et là j'avais envie d'en reparler, pour parler finalement pour moi de son premier chef-d'œuvre à Luc Besson, à savoir Le Dernier Combat, sorti en 1983. Film, je ne dis pas que c'est un film que personne ne connaît, mais c'est un film dont on ne parle quasiment jamais. C'est-à-dire que par exemple, quand on demande aux gens quel est ton film de Luc Besson préféré, alors souvent on revient à Léon, 5e élément, parfois au Grand Bleu, à Nikita, etc. Et puis pour ceux qui veulent revenir un petit peu plus en arrière, on cite Subway. Mais jamais on va citer Le Dernier Combat. C'est quand même hallucinant. Alors que pour moi, Le Dernier Combat, ça fait partie du meilleur, très clairement, de Luc Besson. C'est le film qui annonce tout ce que va faire Besson dans les années à venir, suivant l'année 83. Et donc c'est pour ça que je voulais vous en reparler, vous donner envie en tout cas de le regarder. Le Dernier Combat, c'est un film très spécial car c'est un film en noir et blanc, c'est un film où on ne parle pas. Non pas que ce soit un film muet, attention, ne pas confondre les deux choses, parce qu'il y a un environnement sonore extraordinaire dans ce film, il y a un travail sur le son absolument fabuleux, mais c'est un film en fait qui se passe dans un monde post-apocalyptique où la Terre est peuplée d'hommes et non de femmes, il n'y a plus de femmes sur Terre, il n'y a plus que des hommes, et dans ce monde-là, les hommes ne peuvent pas parler. Voilà, ils ne peuvent pas s'exprimer, ou alors ils peuvent exprimer de petits sons, voilà, de courts syllabes et encore à peine. Et donc le Dernier Combat prend ce postulat pour nous raconter une aventure d'1h30 où ce personnage interprété par Pierre Jolivet va devoir survivre. Il va rencontrer sur son chemin un savant docteur, interprété par Jean Bouise qui tournera dans Subway et également dans Le Grand Bleu, et il va croiser aussi sur son chemin le méchant de service, Jean Reno. C'est son premier rôle, il est déniché par Luc Besson à l'époque et il est évidemment archi convaincant. Et puisque je parlais d'environnement sonore, la musique est déjà signée Éric Serra. Dans Le Dernier Combat, on ressent toutes les thématiques de Besson, ça va même jusqu'à la thématique de la femme qui serait quasiment presque la clé de la sauvegarde de l'humanité. Ça rappelle un petit peu un certain 5e élément. Et donc, on a toutes les thématiques chères à Besson, on a surtout la réalisation. On a par exemple ces longs travelling comme ça derrière les personnages, avec une musique tambourinante de Éric Serra, et parfois cette musique de Éric Serra va se calmer pour aller plus dans la mélancolie, etc. Et je dirais que finalement, Le Dernier Combat, pour moi, c'est un film qui se rapproche plus dans sa construction d'un Grand Bleu plutôt que d'un Subway. Vous verrez quand vous verrez le film de quoi je veux parler. Après, évidemment, c'est un film qui n'a pas du tout les mêmes moyens. Il faut savoir que Le Dernier Combat, c'est fait vraiment avec 3 francs 6 sous, et vous le verrez quand vous verrez le film, mais ça s'est fait avec très peu de moyens, mais de manière extrêmement professionnelle. Quand on le revoit maintenant, c'est juste bluffant. Le professionnalisme déjà de Besson à cette époque-là, en 83. On sent que là, oui, on tient dans les mains un cinéaste totalement visionnaire, un cinéaste qui va surtout clairement mettre un coup de dynamite quand même dans le cinéma français. À l'époque du Dernier Combat, même s'il reçoit le prix spécial du jury et tout ça, il reçoit un très très gros prix, alors que personne ne l'attendait. On ne sait toujours pas qui est encore Luc Besson, c'est clair, il n'y a pas encore la marque, il ne s'est pas encore imposé, mais il est clair que les responsables du jury, les professionnels, se sont dit mais qu'est-ce que c'est que ce réalisateur là qui vient dynamiter le paysage cinématographique français, quoi, c'est pas possible. Et encore à cette époque-là, il n'a pas encore le fabuleux directeur photo avec lequel il va travailler tout au long de sa carrière, Thierry Arbogast, qui va évidemment lui composer des plans mais magnifiques, que ce soit dans Subway, Grand Bleu, Léon, Nikita, j'en passe et des meilleurs. Même après, à partir de la deuxième partie de sa carrière, quand il va faire Europa, il va continuer à travailler avec Thierry Arbogast. C'est pour moi un des meilleurs directeurs photo français, très clairement. Et malgré le fait qu'il n'ait pas encore Thierry Arbogast, les plans sont magnifiques. Pourtant tourné sur des chantiers, sur pas mal de différents lieux de tournage que je ne vous dirai pas parce que sinon ça va vous flinguer l'immersion si vous ne connaissez pas le film. Moi je sais à peu près où le film s'est tourné parce qu'évidemment je me suis renseigné, mais j'ai pas envie de vous le redire là parce que sinon vous allez trop penser ah voilà là ça a été tourné là, etc., etc. Et le principe quand on regarde Le Dernier Combat, c'est d'être complètement perdu justement dans ce monde post-apocalyptique superbement bien retranscrit. On est complètement perdu, il y a un sentiment d'immersion totale. Pareil pour les
personnages et pourtant, je le redis, c'est un film où les protagonistes ne peuvent pas parler. Donc il n'y a que par la façon corporelle, l'expression corporelle par laquelle ils vont devoir s'exprimer. Et c'est là où on voit tout le talent des acteurs, que ce soit Pierre Jolivet, que ce soit Jean Reno, je le redis, en méchant archi convaincant, hein, vraiment. Jean Bouise, n'en parlons pas, excellent acteur. Et il y a même pour moi des choses dont les Américains vont s'inspirer. Allez, je spoil un petit peu, par exemple la pluie de poissons à un moment donné, moment totalement surréaliste et poétique, ça me fait penser au récent Watchmen, avec la pluie de poulpes comme ça, tu sais, dans la série, qui va s'abattre sur les pare-brises de voitures, par terre, etc. Tout ça me fait penser exactement à ça. Donc vraiment, il y a quasiment des similitudes même avec le cinéma américain, sauf que bah, ça vient un an avant, voire même 20 ou 25 ans avant, quoi. Donc en fait, quand on a dit, c'est vrai que Besson pompe le cinéma américain plus à partir du Grand Bleu, de Nikita, etc. Moi, j'ai jamais été trop d'accord avec cette définition. Pour moi, Luc Besson, en tout cas jusqu'à 2009, jusqu'à la fin, donc quand il tourne Jeanne d'Arc, pour moi, il pompe pas le cinéma américain. Il fait, oui, du cinéma pour certains clipesques, il fait du cinéma, voilà, qui dynamique les codes du cinéma français, mais il fait du cinéma français pour moi encore. C'est pas par exemple comme un Arthur et les Minimoys qui pour moi là, pour le coup, fait très très film américain, vraiment. Alors que pour la période Gaumont, ce que j'appelle la période Gaumont, qui va du dernier combat à Jeanne d'Arc, pour moi, il est encore dans ce cinéma bien français quand même. Alors après, c'est vrai que je ne peux pas m'attarder sur le film en lui-même parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais le problème, c'est que je serais obligé de vous spoiler et je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui n'ont pas vu le dernier combat. Donc, je veux vous laisser vraiment la porte d'entrée. J'ai envie de vous laisser la porte d'entrée pour ce film, ne pas vous en dévoiler grand-chose, de vous laisser appréciez le film, vous allez voir, c'est très particulier, c'est prenant, c'est vraiment un tour de force. Il avait même pas 30 ans quand il a fait ce film, c'est son premier film, donc adapté aussi d'un court-métrage qu'il avait réalisé avec Pierre Jolivet qui s'appelait L'Avant-Dernier, donc qui reprenait un petit peu les mêmes choses, sauf que dans le dernier combat, il a pu développer évidemment toutes les séquences et tout ce qu'il avait envie de dire sur ce fameux futur. Et il joue même avec le dérèglement climatique, Luc Besson en 83, donc ce qui est vraiment assez hallucinant. On n'en parlait pas beaucoup à l'époque, au début des années 80, on en a parlé bien après, et lui déjà il en parlait plus ou moins dans le dernier combat. Donc il avait une vision, mais attention, cette vision n'est pas venue seule, car on a trop tendance à dire effectivement que c'est le premier film de Luc Besson, et on va pas lui enlever la paternité du film, c'est très clair, mais on ne peut pas enlever Pierre Jolivet qui était son ami à l'époque, et il est vrai que déjà le scénario, il est co-scénarisé. Il est co-scénarisé par Luc Besson et Pierre Jolivet, et c'est une idée des deux hommes. Ça, il faut pas non plus enlever ça. On peut pas tout balayer comme ça et dire bon, ce n'est que l'œuvre de Luc Besson. C'est-à-dire que oui, formellement, c'est Besson et c'est indéniable, et on ne peut pas enlever le fait que oui, c'est un film purement bessonien, et vous allez le voir pour ceux qui connaissent son œuvre, voilà, c'est clair que c'est reconnaissable entre mille, mais après sur l'histoire, elle a été développée à deux. Et alors dans le financement du film, parce que ce film il a bien fallu le financer, bien qu'il n'ait pas coûté grand chose, Luc Besson, pour la petite anecdote, selon la légende, en même temps selon la légende c'est lui qui le raconte, il est allé voir une banque, je crois que c'était la BNP à l'époque, il est allé voir une banque en lui demandant voilà un prêt, pour pouvoir financer son film, en avançant le fait qu'il avait monté une boîte de production qui s'appelait Les Films du Loup, Les Films du Loup qui va rester au moins, je crois, jusqu'à Nikita, voire même Léon, et puis après qui va se transformer en Lilou Productions, et après en EuropaCorp, mais à l'époque c'était Les Films du Loup, et il se pointe à la banque, il demande un prêt, le banquier lui rit au nez, il n'y croit pas du tout, Luc Besson n'est absolument personne, et il lui dit comme ça en face, n'oubliez pas qui je suis Luc Besson, retenez bien ce nom, et puis la tradition, à partir de Subway, en fait, donc le film suivant, il va lui envoyer à ce banquier un carton de non-invitation à ses films, donc il va le faire pour Subway, il va le faire pour Le Grand Bleu, je crois peut-être même jusqu'à Nikita, puis après il va arrêter de le faire, mais voilà, en gros c'est une revanche évidemment sur la vie après le succès du dernier combat, après le succès de Subway, etc. Donc voilà, la petite revanche de Luc Besson, et c'est vrai que le film s'est fait un petit peu, non pas dans la douleur, mais disons que les financements ont été très très difficiles à réunir, bien sûr, ils ont fait appel à des amis qui étaient plus ou moins producteurs, ils ont fait appel à plein de gens, toutes les connaissances de Pierre Jolivet aussi ont aussi plus ou moins joué dans la production du film, et puis le film se fait, le film sort, le film donc reçoit ce fameux prix à Avoria à l'époque, et puis Pierre Jolivet là voit son ami changer, voit Luc Besson changer, d'après ce qu'il raconte d'ailleurs. Il dit voilà, en gros, il ne m'a même pas appelé au moment de la remise de prix, il ne m'a même pas appelé pour que je monte sur scène. C'est ce que Pierre Jolivet raconte. Et à ce moment-là, il a vu son ami complètement vrillé, complètement enivré en fait par le succès suivant ce prix
pour le dernier combat, et sachant que les deux hommes avaient déjà le scénario de Subway en tête. Et en fait, on avait écrit Subway, et personne n'en voulait, donc le dernier combat est venu après, et après, d'un scénario qui était un scénario de film noir pour moi, Subway, qui était une sorte de descente aux enfers dans le ventre du métro, il en a fait un vidéoclip, et là on s'est séparés. Ça a été une séparation fâchée? Ah, c'est une grosse séparation, c'est un gros enfoiré, oui. C'est amusant parce que c'est un moment vraiment intéressant. Quand on a le prix à Avoriaz, le visage de Luc change. Pour le dernier combat? Ouais, pour le dernier combat. Et je vois que je n'étais qu'une marche d'une échelle à grimper. Voilà. Que tous les rapports étaient entièrement là. Et Pierre Jolivet en vient même à le soupçonner d'avoir délibérément saboté l'exploitation commerciale du film, dont les résultats au box-office sont décevants. Sa théorie étant que Besson était gêné de devoir partager la paternité de son premier long métrage et souhaitait se concentrer sur Subway. Pierre Jolivet, qui avait accepté un salaire réduit pour le dernier combat en échange d'un intéressement sur les bénéfices, en arrive même à porter plainte contre Luc Besson pour non-exploitation du film avec le soutien du coproducteur. Il sera cependant débouté une première fois, puis à nouveau en appel en 99, la Cour estimant que Besson n'était pas tenu à une obligation de résultat. Donc déjà, on voyait là les premiers problèmes arriver pour Luc Besson, des problèmes de procès, après qui n'ont rien à voir, mais des problèmes pour plagiat, des problèmes en gros de justice. Et déjà, ça arrivait déjà là, au début des années 80, quoi. Donc on voit que le dernier combat est non seulement précurseur évidemment de toute l'œuvre de Besson artistiquement parlant, mais aussi on voit le début des ennuis judiciaires qui vont poursuivre Besson, alors non pas à partir du dernier combat, mais plus à partir d'EuropaCorp, quand il va être accusé de plagiat, etc. Enfin, bref, un tas d'histoires judiciaires par lesquelles il va devoir passer, notamment sur Jeanne d'Arc, où il va devoir régler les choses à l'amiable avec Catherine Bigelow, puisque le projet Jeanne d'Arc était à la base à Catherine Bigelow. Bref, c'est encore toute une autre histoire. On voit qu'il y a déjà des problèmes par rapport à Luc Besson, par rapport à la propriété intellectuelle des choses, quoi. Bon. Mais ça n'empêche pas non plus, évidemment, qu'il avait, Luc Besson, dans le viseur, son prochain film, Subway. Et toujours d'après les dires de Pierre Jolivet, Subway à la base, ça devait être un polar noir, sombre, dans lequel en fait il y avait une descente aux enfers, une descente aux enfers des personnages par rapport à l'environnement du métro, et c'était pas du tout en fait le clip vidéo géant qu'on allait avoir en guise de film, pour certains qui est très bien, hein, on y reviendra un jour sur Subway, je vous dirai ce que j'en pense, mais voilà, pour Pierre Jolivet, c'est un clip géant et ça n'a plus rien à voir avec la première version qu'ils avaient élaborée ensemble, voilà, sur Subway. Et il était même question, je crois, que Pierre Jolivet joue dans Subway, etc. Donc il y avait tout un tas de projets qui étaient mis en route en fait après le dernier combat et voilà, qui n'a pas pu se faire parce qu'il y a eu une brouille extraordinaire entre les deux hommes et qui s'est peut-être plus ou moins résolu selon les dires de Luc Besson dans son autobiographie, mais voilà, apparemment Pierre Jolivet est resté sur quelque chose, voilà, sur un sentiment très amer par rapport à son ancien compagnon de route, et ça c'est vrai que c'est un peu dommage. On aura peut-être l'occasion d'en rediscuter si on parle de Subway et du reste de sa carrière. En attendant, vous pouvez toujours aller voir ma vidéo sur le Grand Bleu. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de regarder ce film, Le Dernier Combat. Sortez-vous de la tête tout ce que je vous ai dit sur la construction du film, les brouilles, etc. Laissez-vous porter par cette œuvre magique, cette œuvre intemporelle qui n'a pas pris une ride encore maintenant, je trouve. On a des choses vraiment très ancrées années 80, vous verrez dans le film, hein, notamment au niveau des objets, etc. C'est vraiment pour moi un chef-d'œuvre absolu, ce Dernier Combat. Et voilà, je vous le redis, ça va annoncer beaucoup de ces autres films, évidemment avec plus de moyens, hein, c'est sûr, avec plus de moyens, et qui fera peut-être même avec encore plus de talent, parce qu'il aura plus de moyens, et parce que évidemment, petit à petit, Luc Besson se perfectionne dans son art. Mais là, on a vraiment une œuvre, pour moi, fondatrice, en fait, vraiment de son œuvre. C'est un pilier, Le Dernier Combat, et je ne comprends pas pourquoi on n'en parle pas plus que ça. Voilà, j'espère que je vous ai donné envie de le voir. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, likez, partagez comme d'habitude, et nous, on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!